Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 64, oui, normalement ça doit être le full stack, et je suis actuellement jumeau de René-Sama, comme vous pouvez voir, parce que je n'ai pas ma barbe, je n'ai pas sa barbe plutôt, genre c'est totalement, non, oui, ok, je tenais à le préciser parce qu'il y a 100 commentaires dans les commentaires que ça va être « Aurélien, tu t'es rasé? Ah bon? Je n'avais pas remarqué, ah ouais, oui, je me suis rasé, ça doit être peut-être des ninjas invisibles. Vous savez, ces foutus ninjas qui des fois coupent des oignons quand il y a quelque chose de triste et que c'est pas vous qui pleurez, c'est juste à cause des oignons, clairement. Des fois aussi, ils viennent vous raser juste comme ça d'un coup. Vous n'avez rien vu que vous êtes rasé en fait. Enfin bref, sur cette partie totalement pas sérieuse, on va entamer, on va dire, l'actualité. Avec l'actualité de la chaîne en premier lieu. Vite fait un petit peu d'actualité. Alors, il n'y a pas trop de vidéos, enfin, il y a des vidéos en ce moment, mais il n'y en a pas autant que je ne le voudrais, parce que tout simplement, je n'ai pas le temps. Il faudrait que je prenne le temps, c'est ça aussi. Il me faudrait idéalement un jour dédié à Texama, où je peux être en mode, ok, ce jour-là, je fais que des vidéos pour Texama. Ça me permettrait de faire plusieurs vidéos pour la semaine sans problème, ou en tout cas les tourner en fait. Je pourrais faire le montage et aussi avoir l'aide. Je vous rappelle, il y a 2 personnes qui m'aident pour le montage. Désolé d'ailleurs de ne pas vous avoir envoyé vraiment beaucoup de fichiers ces derniers temps, mais voilà. Surtout que j'ai en plus plein de trucs à parler. J'ai par exemple ce micro que j'utilise depuis des mois et des mois, c'est le Board M1 qui est vraiment genre un micro excellent pour le prix. J'ai aussi, je sais pas si je pourrais le montrer, voilà, là il devrait passer devant votre champ de vision. Alors ça c'est un micro que Blue m'a envoyé, c'est pas une vidéo sponsorisée ou autre chose, enfin ce sera pas pour une vidéo sponsorisée, c'est clairement, tiens Aurélien ça m'a sorti une vidéo incroyable. C'est clairement pour moi tester, voir si j'aime bien ou autre chose. Ils m'ont envoyé aussi le bras qui est plutôt pas mal et aussi un casque, donc ça fait plusieurs... Enfin, le micro, le bras, ça peut être une vidéo et le casque, ça peut être sa propre vidéo parce que c'est un casque assez intéressant, même si je sais pas s'il sera vraiment pour tout le monde, soyons honnêtes. J'ai du coup une amélioration de tout mon setup audio qui devra arriver aussi, donc j'ai du contenu, c'est juste que j'ai pas toujours le temps de tourner, en plus c'est l'été, donc j'en profite un petit peu. Pour passer du temps en famille, tout ça. Alors pas forcément passer du temps devant le soleil parce que je crame très vite et que je n'aime pas trop être au soleil en réalité. D'où le fait que ma peau reste magnifiquement blanche et sans bronzage. Donc ma foi, voilà, c'est une chose, c'est un désavantage à ne pas aller au soleil. Mais bon, j'arrive à vivre sans. Enfin, il en faut quand même un petit peu. Enfin bref, du coup, ouais. Un peu compliqué, mais bon, j'aimerais vraiment avoir ce jour dédié pour Texama. Mais avec l'été, il y a aussi un problème avec l'été, c'est que les revenus YouTube sont toujours... Oh, juillet, c'est... Août, c'est... Ah, ça recommence à monter. Et puis septembre, c'est... Ah, ça devient confortable. Et après, voilà. C'est toujours le problème avec YouTube. Donc, yep. Donc, ma foi, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur Utip. Je vous rappelle, j'ai un Utip. Alors, il est au nom de mon autre chaîne, mais ça ne change rien. Vous pouvez juste mettre dans le commentaire quand vous voulez regarder une pub. Donc... En gros, YouTube, ça vous permet de regarder des pubs. C'est une pub de 30 secondes. Vous avez aussi d'autres pubs d'1 minute ou 2 minutes, si je me souviens bien, qui rapportent encore plus. Mais la pub 30 secondes est vraiment standard et ça rapporte 5 centimes minimum. Il y a des fois, ça rapporte même un petit peu plus. C'est un peu... ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est le strict minimum qu'ils peuvent garantir. Donc, par exemple, j'ai fait un petit calcul rapide. Si 600 personnes, je dis bien 600 personnes regardent une pub, une seule, hein, par jour... pas tous ensemble, hein, 600 fois une pub, hein, je tiens à le préciser. Genre, il n'y a pas 600 personnes devant une seule pub. Enfin bref. Eh ben, ça me permettrait d'être totalement indépendant de YouTube. Genre, pour les 2 chaînes, hein, je tiens à le préciser. Bon, après, ça change rien d'avoir une 2e chaîne, en quelque sorte. Mais bon, ouais, c'est juste pour vous dire à quel point YouTube est assez puissant, en fait. Donc, je suis encore un petit peu en train d'expérimenter sur des choses que je pourrais faire pour donner envie aux gens d'aller sur YouTube ou autre chose, de manière... genre constructif, pas juste genre allez sur YouTube, ou je les menacer d'aller sur YouTube, non. Quelque chose de constructif, va voir. Mais ils n'ont pas d'API, donc c'est un petit peu plus compliqué. Il y a bien, on reçoit des mails quand vous laissez un commentaire, donc ma foi, ça me permet de récupérer les commentaires comme ça. Je peux aller les voir sur le site aussi, mais ça permettrait d'automatiser quelque chose, ça, avec le système, certainement, via les mails. Peut-être avoir un serveur qui check les mails, et si... Selon les mots-clés qu'on pourrait mettre dans le commentaire, hop, ça pourrait déclencher quelque chose. Faudrait que je vois ça. Enfin bref, du coup, oui, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Je vais essayer d'avoir plus de vidéos, je le veux vraiment parce que j'aime bien cette chaîne-là. Et on verra bien si ce sera possible. En attendant, première news, c'est au niveau de Amazon Prime, le Prime Day. Donc si vous avez Amazon Prime, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être quelqu'un là chez vous, le 16 juillet, ce sera le Prime Day. Alors, soyons honnêtes...
La raison pour laquelle j'en parle, bon, ça fait... Le truc, c'est que ça passe toujours sur plein de sites en mode le Prime Day, blablabla. Et je suis en mode à chaque fois, je regarde à chaque fois. Je suis là, hein, chaque fois pour le Prime Day, je regarde, je suis en mode, il n'y a rien. Il y a rien. Vraiment, il y a quelques offres, vraiment, tu pourrais te dire, ah, ça c'est pas mal. Genre, l'année dernière, il y avait un SSD. Genre, un bon SSD pour un bon prix, quoi. Donc, ça, c'était pas mal. Et puis, des petits trucs random, mais des trucs spécifiques. Vous voyez, pas vraiment qui pourraient correspondre à la plupart des gens. Mais bon, c'est pas trop grave, ça. Ce qui est grave, par contre, c'est que les 9 dixièmes des autres deals, c'est juste du déstockage de marques de merde, littéralement. Excusez-moi du mot, mais c'est à peu près ça. Juste des produits invendus, des trucs gimmicks, genre acheter le Smart Band reste 3000 plus, et genre ça sert à rien. Donc ouais, je suis pas convaincu par les Prime Day, donc je tiens à le traiter, parce que chaque année c'est la même chose. Alors chaque fois ils sont, oh, il y a plein de trucs. Moi je suis en mode à chaque fois, il y a rien. Il y a rien. Et c'est réservé évidemment aux utilisateurs Prime, pour ceux qui n'auraient pas compris le principe Prime Day. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est si vous avez le Prime, du coup ça vous donne Twitch Prime aussi, et avec Twitch Prime, vous aurez un jeu gratuit chaque jour pendant le mois de juillet. Donc ça c'est plutôt cool, donc s'il y en a qui n'auraient pas vu ça, vous pouvez aller checker. Il faut par contre installer le client Twitch Desktop, donc c'est le client Twitch que vous pouvez avoir sur votre PC. Ouais, c'est pas génial, mais vous pouvez toujours le désactiver au démarrage automatique et juste l'ouvrir quand vous allez récupérer le jeu du jour. Mais bon, parce qu'il faut aller, en fait, chaque jour, il me semble, le récupérer, en fait. C'est un peu particulier, mais bon. Si vous avez envie de jeu gratuit, c'est une manière de faire. Et je tiens à préciser, vous pouvez lier votre compte Twitch au compte Amazon Prime de quelqu'un d'autre qui aurait Prime, mais qui s'en fout de Twitch. Hein. Ça marche totalement. Ça ne fait aucun surcoût pour eux. Et vous pouvez même prendre un sub Prime avec ça. Donc donner un sub à un streamer Twitch. Par exemple, vous pouvez le faire à la chaîne d'Aurélien Sama. Hein. Faites ce que vous voulez. Enfin bref. Du coup, ouais, il y a quand même énormément d'avantages avec Prime. Mais je vais le dire clairement, le Prime Day n'en est vraiment pas un pour moi la plupart du temps. Après, on verra bien. Peut-être qu'il y aura des deals intéressants. S'il y a des deals vraiment intéressants, je ferai peut-être une vidéo rapidement pour dire hey, ça c'est vraiment bien. Mais après, je pense, honnêtement, j'y crois pas. Alors, Netflix, petite news au niveau de Netflix. Netflix retire son système de review d'utilisateurs. Donc, il avait déjà simplifié par le passé, si vous n'aviez pas vu. Avant, Netflix, c'était genre un truc avec 5 étoiles, si je me souviens bien. Où en gros, vous pouviez dire oh, ce show est génial, ou vous pouvez être en mode ah, juste 3 étoiles, ou j'aime pas trop. Et du coup, bah, ça permettait un peu de voir qu'est-ce qui était bien ou pas bien. Ils ont retiré ça parce qu'ils se sont rendus compte que la plupart des gens genre votaient 5 étoiles ou juste une étoile, comme la plupart des systèmes d'étoiles. C'est pour ça que la plupart des systèmes d'étoiles sur le web ont disparu, pour information. Parce que chaque fois que vous mettez un système de vote, les gens sont soit mettre le vote maximum ou le vote minimum, et puis il y a un troisième groupe de gens qui est pas majoritaire, qui est en mode je vais noter de manière raisonnable. Donc je vais peut-être mettre 7, enfin 6 sur 10 par exemple, ou je vais mettre 3 étoiles, ou 4 étoiles, parce que c'était pas mal, mais c'était pas parfait. Mais non, le problème c'est que la plupart des gens qui font 1 étoile ou 5 étoiles, en fait, foutent en l'air cette moyenne. Donc, ils ont retiré ça, et ils ont passé à un système de pouce bleu, pouce rouge. Sauf que le problème, c'est que la plupart des gens qui n'aimaient pas une série, bah, quittaient juste la série. Genre, ils ne mettaient pas de pouce rouge. Donc, ils quittaient juste la série en mode non, ça m'intéresse pas. Ce qui est une façon raisonnable de faire. Hein. Moi, ça me dérange pas spécialement. Mais du coup, le problème, c'est que les notes, encore une fois, sur Netflix, c'était genre 90%. Même des shows mauvais, vraiment des shows mauvais, étaient à 90% de vote positif. Parce que la plupart des gens qui votaient aimaient bien, en fait. Et les 10% de vote négatif, c'était vraiment les gens qui étaient en mode c'est vraiment un show à chier, ça. Il faut que je le dise aux gens de ne pas le regarder. Donc ouais, ils ont enfin retiré ça parce que honnêtement, ça sert à rien, on va être honnête. Il y a des gens qui vont gueuler. Je pourrais comprendre que vous gueuliez quand ils ont retiré le système d'étoiles parce que ça encore, il y avait une partie de valeur. Mais ça, honnêtement, le système de pouce bleu, pouce rouge servait à rien sur Netflix. Donc ouais. Idéalement, ce qu'ils devraient faire, c'est, je sais pas moi... éventuellement, non, en fait, il n'y a aucune bonne solution. Je vais être très honnête. Quand je vois tous les trucs de vote qui existent en ligne, il y a, par exemple, il y a un truc d'animé que je connais, c'est My Anime List. Vous pouvez juste, ça vous permet de dire, hey, j'ai regardé cet animé-là, j'ai regardé jusqu'à tel épisode ou autre chose. Et ça vous permet aussi de noter les animés. Et le problème, c'est que même eux ont le même problème, c'est que soit les gens notent à fond, soit les gens notent minimum. Il y a bien des sites qui font des notes, on va dire, avec poids,
Donc en gros, ils écartent exprès les notes qui sont irraisonnables, genre 0 ou 10. Vous allez me dire, ça sert un petit peu à rien de voter alors, mais non, en fait, ils le font de manière intelligente. Il y a moyen de le faire de manière intelligente. Vous pouvez aussi le faire selon l'historique de la personne. Si vous voyez qu'un utilisateur fait que noter 0, 0, 0 ou que des 10, vous pouvez être en mode, bon, ok, il vote mal, alors on le retire, parce que ça va pas aider les gens d'avoir juste 0 ou 10. Donc, ouais. Il y a aussi une autre manière, c'est de voir la médiane, c'est de voir ce que... Bon, après, en réalité, ça n'aiderait pas dans ce système-là. Mais bon, c'est compliqué et ça m'étonne pas qu'il l'ait enlevé. Je pense que le mieux, c'est qu'ils mettent un système de recommandation. Donc, ils permettent aux gens d'écrire des reviews qui sont évidemment contrôlés pour éviter que les gens disent n'importe quoi. Juste des petites reviews sans spoiler en mode « Hey, je vous recommande si vous aimez ça, ça, ça. » Ou alors peut-être, pourquoi pas avoir un panel de gens diversifiés chez Netflix. Peut-être des gens qui... Des partenaires Netflix ou autre chose, de différents backgrounds, vous voyez, qui ont différents goûts, une centaine de personnes, vous voyez, et puis juste, c'est eux qui votent pour chaque show, en fait. Et puis ils disent des points positifs et des points négatifs, et comme ça, vous pouvez aller voir en mode, ah ok, un point négatif, c'est science-fiction. Oh ben moi, j'aime bien la science-fiction, alors c'est un point positif pour moi. Parce que je préfère le système de points négatifs et points positifs, parce que vous pouvez être en mode... Quand vous regardez des points positifs et négatifs sur un produit, par exemple, vous êtes en mode, hey, ce point négatif, en fait, moi, je m'en fous, en fait. Parce que quand vous voyez une note, il y a des sites qui vont être en mode cette télécommande n'a pas un bouton très spécifique que la plupart des gens n'ont pas besoin. Je lui mets seulement 3 étoiles sur 5. Et du coup, quand vous regardez la note, vous êtes en mode 3 étoiles sur 5. Cette télécommande est à chier. Mais en fait, c'est parce que le mec est en mode il manque ce bouton que personne n'utilise. Alors que si il avait juste mis point positif, c'est une bonne télécommande. Elle dure longtemps au niveau de sa batterie. Le design est ergonomique. Et il avait mis dans les points négatifs, il n'y a pas un bouton machin chouette chose. Ben vous pourriez être en mode, moi je m'en fous de ce bouton. Donc je préfère largement les points positifs et négatifs. Donc peut-être qu'il devrait faire un truc comme ça. Après, comme je le dis, il devrait le faire avec des personnes vérifiées, on va dire, qui laissent un avis constructif, dirons-nous. Après, vous pouvez toujours aller sur les sites, évidemment, de review de séries ou autre chose. Hein, je tiens à le préciser. C'est juste que c'est pas pratique d'aller sur un autre site quand vous êtes sur Netflix. Surtout si vous êtes sur votre TV, vous n'allez pas commencer à... attends, je vais ouvrir le navigateur. Non, c'est pas pratique. Ou peut-être qu'il devrait intégrer les reviews de certains sites. Trier sur le volet, je ne sais pas. Bon, après, la plupart des sites ont des reviews de merde, selon moi. Mais bon, c'est genre... encore une fois, c'est soit... C'est une masterpiece, ou c'est soit genre... Ce show est à chier. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de juste milieu avec Internet. Alors, une petite news au niveau du FCC. Non, c'est pas le FCC. Non, c'est juste qu'il y a eu des papiers qui sont rentrés. Alors, le FCC, c'est le... Il y a Dinarbonne qui n'arrête pas de tweeter, là. C'est un organisme de protection des consommateurs aux États-Unis. Et du coup, le FCC doivent vérifier chaque appareil électronique vendu aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que sur certains produits, vous avez FCC écrit à l'arrière, même des produits genre qui sont vendus en Europe. Et bien du coup, le FCC, une des manières pour voir si des grosses marques vont sortir un produit ou autre chose, c'est de voir en fait les produits qui sont vérifiés. Et du coup, selon justement un de ces rapports de vérification, Microsoft est en train de faire vérifier apparemment une nouvelle surface, et ça pourrait être très probablement la surface low cost qui promettent depuis pas mal de temps. J'en avais déjà parlé une fois dans un texte à ma chose, si je me souviens bien. Et du coup, c'est tout simplement une surface à $400, ou 400 euros à mon avis certainement, avec un écran 10 pouces au lieu de 12 pouces, et genre un processeur moins véloce, on va être honnête, mais quand même suffisant pour la plupart des gens. Du coup, ça vous donnerait une tablette Windows genre potable. Il y a de fortes chances qu'elle tourne sur Windows 10 S, mais après, comme Windows 10 S maintenant est plus un switch, vous voyez, en mode je vais être en mode S, non, mais finalement je vais retourner en mode normal. Ça ne devrait pas trop poser de problème, je pense, s'ils offrent la possibilité d'appuyer sur le switch, évidemment. Mais bon, à voir. Moi je suis intéressé, ça c'est une Surface 3 pour information. Donc moi je suis intéressé, ça pourrait être vraiment bien pour les étudiants, parce que les surfaces sont vraiment bonnes en fait pour les étudiants, mais elles coûtent 800 boules, 900 boules. Donc un étudiant n'a pas d'argent. Donc voilà, après... Par contre, 400 boules, vous êtes en mode, ça devient raisonnable. Ça reste beaucoup d'argent, mais si vous vous tenez compte que c'est pour toutes les études pour prendre des notes, parce qu'elles sont vraiment bonnes pour prendre des notes, ça devient raisonnable, franchement. Ça devient vraiment raisonnable. Le plus gros problème, par contre, que j'ai toujours avec les surfaces, c'est que chaque fois, ce foutu dock là, ce clavier n'est jamais inclus.
C'est genre 900 boules. Et puis tu regardes. Oh, 150 boules pour le clavier. T'es sérieux? What the fuck? Qu'est-ce que vous mettez dans votre clavier? Vous mettez de l'or ou je sais pas quoi? Enfin bref. Il y a aussi un concurrent qui existe. Enfin, il y a plusieurs concurrents qui existent à la Surface. Vous avez Asus, Dell qui en ont aussi. Ils sont pas forcément si bien, mais ils sont pas mal. Après, ils sont à peu près à la même gamme de prix. Vous aviez aussi une autre marque, c'était V, je sais plus quoi. Je sais plus. Il y avait une vidéo de Linux Tech Tips dessus. Moi, la raison pour laquelle je les avais pas trop aimés, c'est que littéralement, ils trompaient les gens. Je déconne pas. Genre, ils disaient, ouais, vous avez droit aux mêmes performances. Enfin, non, ils disaient une Surface, mais pour 1000 euros moins cher. Et vous regardez, genre, ils mettent les specs, vous êtes en mode, ah, il y a une plus grosse batterie. Ah, il y a même écran, à peu près la même résolution. Génial. Ah, il y a un Core i7 et aussi un Core i7. Ah, génial. Et en fait, vous regardez, c'est pas les mêmes Core i7. C'est genre, sur la tablette, justement, du concurrent, c'est genre, donc concurrence Microsoft, c'est genre un Core i7 série Y. Donc les séries Y, c'est genre basse consommation, pas très puissant en fait. Donc c'est un dual core, 4 threads quoi. Donc ouais, pas convaincu personnellement. Donc ouais, donc faites attention quand vous regardez les spécifications de ces trucs là. Mais bon, je suis impatient de voir ce que ça donne. Ça devrait être intéressant. On verra bien ce que ça donnera. Normalement aussi, il y a aussi Qualcomm qui travaille sur des processeurs spéciaux pour faire tourner Windows. Donc on pourra en voir une arriver avec ça aussi, hein, quand même, quand on y pense. Mais là, c'est à peu près certain qu'elle aura un processeur Intel. Hein. C'est à peu près sûr. Ensuite, une petite news au niveau de l'environnement, dirons-nous. Alors, si vous ne savez pas, la Chine est l'un des marchés qui explose le plus en ce moment avec... oui, bon, avec évidemment la pollution, mais bon, ça c'est autre chose. Non, c'est le marché où le renouvelable est en plus grosse expansion. Alors, ils ont encore beaucoup de chemin à faire, mais la quantité de panneaux solaires, d'éoliennes, d'hydroélectriques et tout ça qui est installé en Chine est juste énorme. Juste beaucoup plus grand que même pratiquement l'entièreté du continent nord-américain, pour vous dire. L'Europe, on est quand même pas mal à ce niveau-là, donc il ne nous arrive pas vraiment à nous dépasser quand on met tous les pays européens ensemble, évidemment. Mais par contre, oui, ils installent beaucoup plus de panneaux solaires que la France ou autre chose. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en fait, grâce à ça, et pourquoi ils le font d'ailleurs? Alors, le truc, c'est que la Chine, bien souvent, s'en fiche des autres. Hein, on va être honnête, ils sont un peu en mode non, on fait comme on veut. Ils ont toujours été un petit peu comme ça. Le truc, c'est que dans la population chinoise, en fait, le réchauffement climatique et aussi la pollution, surtout, vraiment le problème de devoir mettre des masques quand vous sortez dehors parce que c'est trop pollué, est un véritable problème pour la population. Et du coup, c'est populaire pour un politicien là-bas d'être contre et surtout de vouloir régler le problème. C'est pour ça qu'ils mettent énormément en avant ça. Et aussi, on va être honnête, ils sont pas stupides. Et il faut réfléchir 5 secondes. Le pétrole, il y a une durée de vie au pétrole. Bientôt, il y a un moment où on n'en aura plus, quoi. Donc, si vous passez maintenant, vous êtes tranquille pour le futur. Si vous continuez de traîner les pieds, la transition va faire mal au bout d'un moment. Après, la transition sera aussi plus facile dans le futur vu qu'il y aura plus de panneaux solaires faits. Mais bon, c'est un peu une contradiction là-dedans, mais bon. En tout cas, actuellement, grâce au fait que la Chine fabrique autant de panneaux solaires, je peux vous garantir que les prix ont quand même pas mal diminué. C'est toujours cher, hein, on va être honnête. Je n'en installerai pas sur chaque maison qui est construite à l'heure actuelle, personnellement, surtout dans le nord de l'Europe, hein, on va être honnête. Moi, par exemple, j'habite dans les Ardennes, je peux vous dire que le soleil, voilà, il n'y en a pas toujours, Après, il y a aussi une question d'équilibre, je dirais. Par exemple, vous avez des endroits qui ont beaucoup plus de jours ensoleillés, mais il fait moins chaud. Donc vous pourriez vous dire, ah mais c'est moins intéressant, mais en fait, si, c'est plus intéressant. Il vaut mieux avoir plus de jours ensoleillés et un temps plutôt raisonnable, plutôt que il fait hyper chaud, mais la moitié de l'année, il pleut, quoi. Il y a des endroits comme ça où il peut faire hyper chaud, mais en fait, il pleut quand même, donc ça bouche les panneaux solaires et tout ça. Donc, il y a une question d'équilibre dans tout ça, et c'est assez intéressant de voir un petit peu. Après, évidemment, les pays qui ont le plus à profiter des panneaux solaires, c'est par exemple tous les pays au bord de la Méditerranée, le Moyen-Orient, évidemment, ils ont énormément de jours d'ensoleillement. Donc, pour eux, c'est parfait, justement. Par contre, ils ont un désavantage, c'est que du coup, comme il fait chaud, ils ont besoin de la clim. Et du coup, la clim, ça consomme énormément d'électricité, plus que chauffer, pour information. Donc ouais, c'est pour ça que je dis,
il vaut mieux être dans un pays pas forcément chaud, mais qui a beaucoup d'ensoleillement. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bon, les panneaux solaires sont quand même sacrément efficaces dans un pays très chaud, hein. Évidemment, ça semble logique, hein. S'il fait chaud, c'est que le soleil chauffe vraiment. C'est juste que s'il fait très chaud, vous devrez vous refroidir. Et la clim, vraiment, ça consomme comme pas possible. Enfin bref, du coup, pour en arriver à l'intérêt de cette news, c'est juste que oui, genre ça progresse plutôt bien, et au point même que on pourrait atteindre... La Chine, en fait, pourrait être à son maximum d'émissions de CO2, en fait. Genre maintenant. Parce que, comme ils vont développer encore plus leur énergie renouvelable, eh bien, c'est le maximum de CO2 qu'ils sont en train de produire actuellement, et ça va faire que diminuer, en fait, à partir de là. Donc ça marque, selon moi, un changement, en fait, vraiment important dans le monde, parce que la Chine est l'un des plus gros pollueurs dans le monde, donc c'est une bonne chose. Est-ce que ça va assez vite pour régler le problème? Non, clairement pas. Si on veut régler le problème le plus vite possible, il faudrait être vraiment rapide et vraiment mettre beaucoup d'argent là-dedans. Mais le truc, c'est que le capitalisme et tout ça, voilà. Les panneaux solaires, ça reste quand même cher, on peut pas les mettre partout, il y a beaucoup de problèmes. Mais bon, après, le truc, c'est qu'on en avait déjà parlé, mais dans cette quête à régler les problèmes d'environnement, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Vous vivez au Canada, mais la solution c'est peut-être l'hydroélectrique, largement. Vous vivez au bord de la mer, des parcs éoliens au large de la mer, énormément de vent là-bas. Vous vivez dans un pays fort chaud, panneaux solaires alors. Vous vivez, je sais pas moi, dans un endroit où il y a des volcans ou autre chose, géothermie, c'est possible, largement. Il y a plein de solutions en fait, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et d'ailleurs, par rapport à ça, une autre news très intéressante, c'est au niveau du lac Loch Ness, donc le célèbre lac en Écosse où il y aurait peut-être un monstre. Bon, en tout cas, il n'y a pas de monstre, mais ce qu'il pourra avoir dans le futur, c'est pas encore validé, c'est tout simplement l'une des plus grosses batteries au monde. Alors, vous allez me dire, hein, quoi, une batterie avec un lac? Oui, oui. Alors, un truc très utilisé, très souvent, et vous avez le schéma ici, c'est que pendant la journée, quand vous avez beaucoup d'énergie solaire ou beaucoup de vent, surtout dans ce cas-là, donc avec les éoliennes, le parc éolien en Écosse est assez développé, il y a beaucoup de vent en Écosse, et bien quand il y a trop d'électricité produite, vous pompez de l'eau, tout simplement, d'un réservoir, et vous le mettez dans un autre réservoir en hauteur. Et quand vous n'avez plus assez de production électrique, ben vous utilisez de l'hydroélectrique, littéralement. Vous utilisez une turbine et vous faites tomber l'eau pour actionner la turbine et vous refaites de l'électricité comme ça. Alors, est-ce que le ratio n'est pas parfait, évidemment, mais en même temps, aucune forme d'énergie n'est parfaite. C'est-à-dire, si vous mettez de l'énergie dans quelque chose, par exemple, vous avez de l'éolien et que vous le transformez justement en énergie hydroélectrique, vous pompez l'eau en haut, bah déjà vous perdez de l'efficacité avec la pompe ne fonctionne pas à 100%, il y a une perte d'électricité quelque part. Ensuite vous avez de l'eau qui va s'évaporer dans le lac en haut, hein. Pas une énorme quantité, mais il y en a quand même qui s'évapore un petit peu, et puis après vous avez une perte dans la turbine où l'eau va redescendre, donc voilà, vous n'avez jamais un rendement à 100%, mais dans des cas où justement vous avez trop d'énergie, ça arrive souvent, et ben c'est parfait. Et du coup, là, le truc avec le fait que ce soit une batterie, c'est réellement une batterie en fait. C'est juste une autre forme de batterie. Évidemment que vous ne pourriez pas avoir dans votre téléphone, hein. Ce serait un petit peu bizarre d'avoir un lac dans votre téléphone. Enfin, ce serait un peu compliqué. Mais c'est un modèle de batterie qui marche plutôt bien. Alors, enfin, plutôt bien. Je trouve que ça marche bien, mais c'est très spécifique. Il faut une énorme quantité d'eau, donc le lac Loch Ness par exemple, un endroit où mettre le lac supérieur, donc il faut du relief à côté. Il n'y a pas partout ça. Il vous faut aussi que tout ça soit à côté d'un endroit où vous pouvez produire de l'électricité en trop. Mais par contre, si vous arrivez à rassembler tout ça, ben, vous avez une solution qui est potable, juste très spécifique, vraiment spécifique. Pour information, il y a même, j'avais parlé dans un texte à Macho, mais il y a même des vieilles mines de charbon qui sont transformées comme ça. Donc, sauf que là, la différence, c'est que ils font descendre l'eau en fait pour produire de l'électricité et puis ils repompent l'eau vers le haut quand ils ont trop d'électricité. Donc c'est une autre façon de faire. Mais après cette version là marche mieux je trouve. Justement pomper l'eau en hauteur pour la refaire redescendre après parce que là vous savez regarder facilement ce qui vous reste d'énergie entre guillemets avec le lac. Du coup vous allez me dire oh, ben, ok qu'est-ce que ça produit, est-ce que c'est bien. Alors le truc c'est que
ça produit même extrêmement bien, ce modèle-là, ce projet-là vise à produire beaucoup d'électricité. Donc c'était jusqu'à 400 mégawatts pendant 6 heures. 400 mégawatts pendant 6 heures, c'est vraiment pas mal, hein, honnêtement. Donc en gros, ce serait pour les cas où il fait vraiment mauvais. Genre, non, le vent se calme d'un coup. Il n'y a plus de vent. Les éoliennes sont toutes arrêtées. Hop, vous engagez ça le temps que le vent revienne. Ou alors, il y a un problème avec une des centrales nucléaires. Coupez la centrale nucléaire. Enfin, en tout cas, vous amorcez l'arrêt. Et hop, vous utilisez ça. Du coup, là, il y aurait, pour information, un stockage de 2,4 gigawatts-heure d'électricité. Donc, encore une fois, alors, ça c'est le taux, à mon avis, ça c'est d'ailleurs le taux maximum. À mon avis, ils peuvent produire jusqu'à 400 mégawatts d'électricité par heure, donc, pendant 6 heures. Ça doit être leur maximum, à mon avis. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas ressortir les 2,4 gigawatts d'un coup. La turbine ne va pas tourner en mode wouh à fond, je ne sais quoi. Non, c'est pas possible. Ça semble logique. Un peu comme une batterie au lithium. Vous ne pouvez pas juste faire ressortir toute l'électricité d'un coup. Ou alors votre poche exploserait. Enfin, votre téléphone ou autre chose exploserait. Ce serait pas très plaisant dans tous les cas. Donc ouais, une solution intéressante. Encore une fois, ça montre qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Alors ce projet doit être encore validé et il aura des implications, même au niveau de l'environnement. Oui, forcément, l'endroit où le lac sera mis sera inondé. Donc s'il y avait des animaux qui vivaient là, s'il y avait des plantes ou autre chose, tout sera perdu. Bien que vous pourriez argumenter, et c'est vrai, qu'il y aura quand même un peu de vie qui va se former dans le lac, surtout des moustiques à la surface certainement. Donc ça remplace un petit peu la vie techniquement, pas entièrement, mais en partie. Après, moi je pense que même si le lac est quand même grand, je pense que ce que ça rapporte en vaut largement la chandelle. Surtout que l'endroit ici est assez idéal en fait. Hein. C'est vraiment un endroit parfait pour ce genre de projet. Donc il y a des endroits où on a inondé des énormes vallées sans aucune raison alors qu'il y avait des meilleures façons de le faire. Là c'est plutôt une bonne solution franchement. Après à voir si ce sera validé parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas forcément valider. Ensuite on arrive dans les news un petit peu tech, hardware. Alors on a eu énormément cette semaine-ci de news, ou plutôt de leaks par rapport à la série 9000 d'Intel. Oui déjà, franchement, ça arrive plutôt vite. Je suis assez étonné qu'on ait déjà des leaks en fait. Bon, l'une des raisons pour laquelle on a des leaks, c'est parce que Intel a littéralement leaké eux-mêmes. Enfin, pas vraiment volontairement, c'est juste qu'ils ont publié des manifestes, par exemple, de processeurs, pour des spécifications ou autre chose, et en fouillant en fait dans les très nombreuses pages, on pouvait trouver les specs des processeurs et tout ça. Donc ouais, donc c'est un petit peu de leur faute en quelque sorte. Du coup, déjà, première chose assez triste au final, c'est que les specs sont, ou plutôt oui, les specs sont pratiquement les mêmes par rapport à l'ancienne génération, au point même qu'au final, il y a beaucoup de gens qui suggèrent, et c'est à peu près sûr, que ce sera la même architecture en fait. Donc genre ils vont juste reprendre la même architecture, ils vont même pas la renommer cette fois-ci, ce sera Coffee Lake S, et ils vont juste genre, voilà, nouvelle génération. Voilà. Pour information, ils avaient déjà fait un petit peu ça avec la 7ème génération. La 7ème génération et la 8ème génération sont très similaires. Le seul truc, c'est qu'ils ont mis plus de cœur sur la nouvelle génération. C'est pour ça qu'il y a eu un boost de performance. Mais sinon, elle était très similaire. Même trop similaire pour beaucoup de gens. Et j'en fais partie, très honnêtement. Donc, ouais. Encore une fois, Intel continue de tranquillement creuser, selon moi, pas sa tombe, mais un fossé qui est de plus en plus profond, et à force on peut vite avoir du mal à ressortir parce que pendant ce temps-là, AMD continue de travailler sur des processeurs. Alors peut-être que la prochaine génération de processeurs AMD sera décevante aussi, peut-être qu'il y aura juste une petite upgrade marginale ou autre chose. On verra bien. Mais en attendant, c'est pas forcément une bonne chose pour Intel parce que cette architecture qu'ils ont commencé avec les premiers Core i5 et Core i7, je vous rappelle en 2008, si je me souviens bien, oui, 2009 même peut-être. Et ça avait commencé avec les Core i7. Le tout premier c'était le 870 et les Core i7 aussi 900, le i7 920 pour ceux qui se connaissent, très très populaire Core i7. Qui était un Core i7 à 2,6 GHz.
et qui pouvaient s'overclocker à 4 GHz. Les gens étaient en mode wow, 4 GHz, incroyable. Et puis maintenant, quand vous avez AMD qui peut pas aller au-dessus de 4,2, les gens sont en mode que 4,2. Enfin bref. Ma foi, l'histoire se souvient juste de ce que les gens veulent bien se souvenir. Enfin bref. Mais du coup, oui, c'était un processeur très populaire et qui, à l'époque, devinez-le, avait déjà 4 cœurs 8 threads. Donc déjà, il a fallu 10 ans, littéralement, bon, pas peut-être 10 ans, mais il a fallu pratiquement 10 ans pour qu'il accepte enfin d'avoir un peu plus de cœurs. Mais aussi, en attendant, l'architecture, elle a progressé de manière raisonnable, surtout avec la deuxième génération, avec les Core i7 2600K qui sont encore excellents à l'heure actuelle. Hein. Si vous en avez encore un, overclockez-la, vous serez tranquille, franchement. Mais pendant toutes ces générations, au final, ils ont juste principalement amélioré la consommation, surtout pour tout ce qui est mobile. C'est une bonne chose, mais maintenant, ils atteignent leurs limites avec l'architecture et le fait qu'ils la réutilisent encore une fois, c'est assez décevant, je trouve. Et un autre truc décevant, c'est comme ils réutilisent l'architecture, vous vous en doutez, par rapport aux failles de sécurité Meldon et je ne sais plus laquelle, Spectre, ce sera certainement pas fixé. Genre, il y a peu de chances que ce soit fixé. Donc, ouais, très décevant. Enfin, je trouve ça décevant. Il y a quand même des processeurs qui seront bons, hein. Je veux dire, par exemple, vous avez le 9400 qui sera le remplaçant du 8400. Ce sera certainement un très bon processeur, même encore plus que l'Intel 8400, parce qu'il sera légèrement plus haute fréquence, avec une plus haute fréquence. Donc, franchement, s'il sort au même prix, pour avoir une carte mère pour le même prix, ce sera un bon deal, quoi qu'il arrive. C'est juste qu'il n'y a pas d'évolution, vous voyez. Il n'y a rien qui évolue. C'est genre, oh, si j'ai le 8400, j'ai déjà un bon processeur, en fait. Genre, il n'y a aucune raison d'en reprendre un nouveau, ou voilà, quoi. C'est très décevant dans ce cas-là. Mais bon. On verra bien ce que Intel nous réserve pour le futur. Encore une fois, il y en aura des intéressants. Aussi, à voir, est-ce qu'il faudra acheter une nouvelle carte mère pour les utiliser, hein, Intel qui adore faire ça à chaque génération. Bon, ma foi, ils n'ont pas le désavantage que certains ont reproché à AMD que, évidemment, une carte mère qui est sortie avant un processeur n'est pas compatible avec le processeur. Ça semble logique. Mais bon, j'ai envie de dire... On peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas juste avoir une carte mère qui rétroactivement toute seule devient compatible avec un processeur. C'est juste un petit peu n'importe quoi. Bien que vous pourriez demander aux marques de faire comme... C'est Asus qui a ça? Ou c'était MSI, je ne sais même plus. Il y a une marque, il me semble c'est Asus, où vous avez un port USB en fait sur la carte mère, vous branchez une clé USB et sans processeur dedans, vous appuyez sur un bouton et il flash automatiquement. Parce qu'en fait, ils doivent à mon avis mettre un processeur basse fréquence, enfin... une sorte de processeur ARM pour flasher automatiquement le BIOS ou autre chose. Donc ouais, il y a des solutions, hein. Il suffit juste que les constructeurs de cartes mères le fassent. Mais bon, ouais, un petit peu déçu par cette news personnellement, donc on verra bien. Il y a aussi une rumeur évidemment d'un Core i7 weaker, hein. Ça continue d'arriver. Et d'ailleurs, étonnamment, le Core i7 n'était pas spécifié dans toutes ces informations. Toutefois, il y avait une autre news, je ne sais plus où elle est, mais je l'avais vu dans la vidéo de Gamer Nexus, où Intel parlait un petit peu de boost, et parlait aussi de boost pour des processeurs weaker, mais genre de technologie de boost assez récente, quoi, qui ne devrait pas être sur les processeurs weaker qu'il y a actuellement. Donc il y a de fortes chances qu'on ait un weaker, ce qui serait une bonne chose, hein, très honnêtement. Ça mettrait plus de concurrence à AMD, clairement, parce que là, AMD avait l'avantage de, ok, le Core i7 8700K est le meilleur en jeu, mais il manque de cœur. Donc, dans certaines tâches, il n'arrive pas à rattraper son manque de cœur. Du coup, là, on en arrivera dans une situation où Intel aura forcément l'avantage parce qu'ils ont exactement le même nombre de cœurs. Mais bon, on verra bien aussi ce qu'AMD dira. Peut-être qu'AMD sera en mode, ok, 12 cœurs sur le moyen de gamme maintenant. Cette bataille de cœurs ne sera pas forcément gagnante pour tout le monde, par contre, je pense. Par contre, pour moi, elle sera gagnante, parce que j'ai besoin de beaucoup de cœurs pour ce que je fais. Donc, moi, je m'en fiche, personnellement. Il y a quand même un argument par rapport à ça. Je vais en terminer avec cette news, mais un petit argument, c'est qu'il y a des gens qui disent ça sert à rien, les cœurs sont mal utilisés. Le truc, c'est, oui, je suis parfaitement d'accord, mais avant que les cœurs soient vraiment utilisés, il faut que les gens aient des cœurs. Les développeurs vont pas être en mode, oh, peut-être que les gens auront des processeurs weaker plus tard. Je vais peut-être développer. Non. C'est si les gens commencent à acheter plein de Ryzen 7 ou des Core i7 6 ils sont en mode, ah, maintenant les gens ont beaucoup de 6 et de weaker. Donc on va peut-être optimiser maintenant et faire du code pour ça. Il n'y a pas de secret.
les développeurs optimisent pour ce que les gens ont, pas ce que les gens vont peut-être avoir dans le futur. Donc, plus de cœur, bonne chose, personnellement, je trouve, parce que ça forcera les développeurs à enfin optimiser leur merde. Enfin, en partie. Il y en a qui optimiseront rien, mais bon, c'est pas grave. Et aussi, je trouve que c'est plus moderne comme architecture. Comme ça vous permet d'avoir un système d'exploitation qui gère plusieurs choses en même temps avec les différents cœurs du processeur, plutôt que de tout mettre sur un seul cœur, comme un petit peu le fait Windows, enfin, encore pour beaucoup d'applications ou autre chose. Ensuite, une petite news follow-up par rapport à Amazon. Donc la semaine dernière, j'avais parlé sur le fait que Amazon avait racheté une pharmacie en ligne. Alors ça n'a pas un rapport direct, c'est juste voilà à quoi ça pourrait mener. Si vous ne savez pas, vous avez Toys R Us, Toys R Us en quelque sorte, qui est une société de jouets qui a fait faillite. Pourquoi? Parce que le truc c'est, ils dominaient le marché américain pendant pas mal d'années, mais voilà, un petit moment. Et quand Amazon est arrivé, ben, vous en doutez, le fait de pouvoir acheter des jouets en ligne sans payer la livraison et tout ça, ben, ça a un petit peu cassé leur marché, on va dire. Et alors, c'était une chose inévitable quoi qu'il arrive, parce que si c'était pas Amazon, une autre plateforme aurait arrivé à faire ça. Je veux dire, ça allait arriver, ça allait vraiment arriver. Mais ça vous montre juste à quel point Amazon peut être dangereux, vraiment. Et c'est positif et négatif selon moi, parce que, bah, par exemple, moi, le meilleur exemple, c'est quand vous commandez quelque chose sur Amazon, bah, ils vous envoient beaucoup de paquets des fois, genre. J'aimerais une carte SD. Ils vous envoient une énorme boîte en carton. Vous êtes en mode, c'est une carte SD. T'es obligé de la mettre dans cette énorme boîte en carton? Ou alors vous commandez juste un truc qui pourrait être comme ça. Enfin, il n'y a pas besoin de l'emballer vraiment dans quelque chose de solide. Juste emballe-le dans quelque chose où il sera protégé un minimum, quoi. On voit pas forcément ce que c'est. Et non, ils mettent dans une boîte en carton avec ça qui protège. Ça devient un petit peu abusif en réalité. Surtout en Europe, parce que je trouve qu'en Europe, on a moins de problèmes au niveau des livraisons. Il y a quand même des problèmes, surtout dans certaines régions, je tiens à l'avouer, mais il y a quand même moins de problèmes qu'aux États-Unis où carrément vous avez les livreurs des fois qui balancent les colis, mais souvent, genre trop souvent même aux États-Unis. Mais bon, ouais. Mais du coup, on pourrait se dire, est-ce qu'on pollue pas plus en prenant ces paquets-là? Il y a... On peut dire que oui et non, parce qu'on pourra argumenter que si vous prenez votre voiture pour aller au magasin, vous allez polluer autant qu'une camionnette qui allait de toute façon passer pas très loin de là où vous habitez pour livrer des trucs. On peut aussi argumenter que l'emballage peut être fait pour être recyclé facilement, et si vous recyclez vous-même, si vous mettez au bon endroit et que c'est recyclé, il n'y a pas trop de problème. Mais bon, je suis pas convaincu totalement, et personnellement j'essaie de commander le strict minimum sur Amazon, vraiment les trucs que je peux pas avoir. Et j'essaie aussi, mais c'est ça aussi un problème avec Amazon, c'est qu'on peut pas leur dire hey, quand je commande plein de trucs, je peux pas être en mode hey, mets tout dans la même boîte, parce que le problème c'est que ça vient de plein d'endroits différents. Et des fois j'aimerais bien être en mode mets tout dans la même boîte, quoi. Genre je sais pas, arrange-toi pour en tout cas avoir le strict minimum de boîtes. C'est pas toujours le cas, donc ouais, c'est voilà. Et du coup, oui, Toys R Us, c'est fini. Et apparemment, Amazon va publier un catalogue de jeux, et va mettre plus de jeux en fait sur leur plateforme pour justement remplacer le vide de Toys R Us. Donc en mode, hey, on les a tués. Bon, ben, dansons sur leur corps maintenant, je suppose. C'est à peu près ça, franchement. Mais bon, voilà. Donc, ils tueront pas les pharmacies tout de suite par rapport à la news de la semaine dernière, mais je pense qu'ils vont leur faire une sacrée concurrence, aux États-Unis en tout cas, parce que c'est aux États-Unis que ça se passe. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera. Alors, petite news au niveau de Tesla. On avait fait une news la semaine dernière où justement on disait que Tesla avait permis aux gens aux États-Unis et au Canada de commander leur Model 3, vraiment prêt pour être fabriqué et tout ça. Et j'avais dit que c'était un peu pour refaire de l'argent et que c'était pas sûr qu'ils allaient atteindre leur goal de production qui était de 5000 Model 3 en une semaine. Et ben ils ont réussi. Alors, Astérix. Bon, déjà, c'est des chiffres qui viennent de chez Tesla, donc peut-être que vous êtes en mode non, je ne crois pas Tesla. Bon, ok. Théorie du complot, je suppose, il y a plein de gens qui aiment ça. Par contre, un autre truc qui est valide et qu'il faut se dire, c'est 5000 Tesla Model 3 sont sortis d'usine. Le truc, c'est ils ont peut-être fait exprès d'en accumuler plus pendant une semaine ou même 2 semaines, juste un petit peu plus, hein, vous voyez pas. Peut-être que la semaine dernière ils avaient produit 3500, mais en fait en réalité ils en avaient produit 4000 en fait.
Et c'est juste qu'ils en avaient mis de côté pour d'un coup une semaine en sortir 5000. Pourquoi ils feraient ça? Certains diront. Bah, les effets sont directement visibles parce que déjà ils peuvent l'annoncer en mode on a réussi à le faire. Le stock de Tesla a augmenté parce qu'évidemment les investisseurs sont en mode ils ont réussi, bon alors on va investir. Donc forcément, donc ça peut être un truc calculé et peut-être que c'était juste parce qu'ils savaient de toute manière qu'ils allaient arriver à cet objectif. Hein. Je ne dis pas que dans la semaine après ils vont être en mode oh, on en a produit que 3000 en fait. Non, mais peut-être que c'est justement pour voilà. Donc il y a toujours selon moi une petite astérix et aussi la plus grosse astérix. Pour moi, c'est toujours le problème avec Tesla, c'est que le traitement de leurs employés est très moyen, on va être honnête. De longues heures de travail, des conditions pas toujours idéales, surtout chez Tesla. Chez SpaceX, ça va beaucoup mieux, mais chez Tesla, c'est plutôt bof. Donc, personnellement, j'aime bien Tesla, j'aime bien l'idée de Tesla, j'aime bien ce qu'ils font, mais tout n'est pas toujours rose. Et je tenais à le préciser parce qu'il y a beaucoup de sites de news sur mode oh, Tesla est incroyable ou Elon Musk est mon dieu ou je ne sais quoi et voilà c'est genre j'ai limite j'entends un certain bruit mais je ne ferai pas le geste pour ne pas être honteux ou autre chose mais bon c'est à peu près ça c'est genre disons qu'il y a beaucoup de léchage de bots et pas juste les bots d'ailleurs quelque chose au-dessus des bots même entre les deux jambes peut-être mais bon voilà moi personnellement j'aime bien Tesla mais je tiens toujours petit astérisque c'est tout n'est pas rose voilà. Mais bon, ils ont quand même réussi, donc GG à eux, il faut le reconnaître. 5000 Model 3. Alors, évidemment, il y en a des gens qui vont être en mode. Et il y a eu des tweets comme ça, genre de Ford, qui sont en mode ouais, nous on a sorti 5000 voitures en un jour ou je sais pas quoi. Oui, forcément, mais Tesla a à peine un peu plus de 10 ans. Même là, 10 ans, ils n'avaient pas de voiture en vente directe. Hein. Ils étaient encore en train de faire le prototype de leur premier Roadster. Ford existe depuis plus de 100 ans, donc c'est pas réaliste, hein. C'est franchement pas réaliste. C'est comme si t'avais un bébé qui apprenait à marcher, genre j'arrive à marcher, et puis t'avais le vieux de 50 ans à côté en mode oh, regarde, moi j'arrive à faire 20 pas d'affilée, petit con. C'est vraiment ça, franchement. Donc, oui, c'est quand même un achievement, et c'est une étape vers plus de production et tout ça, parce que le truc c'est. Alors vous pouvez pas juste augmenter la production, vous pouvez pas trouver le modèle pour fabriquer 5000 voitures par semaine et puis t'es en mode ok il suffit de dupliquer ce truc là et puis hop on peut produire autant de modèles qu'on veut. Non, plus vous montez plus vous aurez des nouveaux challenges qui apparaîtront, il faudra avoir beaucoup d'imagination pour régler les problèmes, mais ça montre quand même qu'ils atteignent un palier assez intéressant quand même, 5000 voitures et 5000 modèles 3. Ils ont aussi produit plus de 2000 modèles S et modèles X pour information. Et ça faisait genre plus de 7000 voitures en une semaine. Donc ils avaient 1000 voitures par jour de produits. Ce qui est très honnête franchement. C'est pas mal. Hein. Donc ouais. Voilà. Là encore le côté positif de cette news c'est qu'ils sont arrivés. Ils font quand même du bon travail. Même si tout n'est pas forcément encore rose encore une fois. Et enfin, une petite news au niveau de Steam, qui a eu un petit leak. Ce qui est assez marrant parce que Valve, c'est genre, comme le nom l'indique, c'est en anglais, mais c'est le même nom qu'en français, hein, c'est comme une valve, tout simplement, a eu un problème de leak, Valve leak, voilà. Je trouve ça assez marrant, personnellement. Je trouve ça assez ironique, en fait, surtout. Et du coup, ils ont leaké les chiffres. Alors, si vous avez déjà vu des chiffres de vente sur Steam, c'est souvent des extrapolations plutôt en mode hey, il y a autant de gens qui jouent, donc vous pouvez un peu deviner en fait. Il y avait Steam Spy qui est un site qui permet de justement avoir des données comme ça, et du coup en fait, selon les gens qui jouent au jeu et tout ça, ils pouvaient un peu déduire des choses en fait, déduire le nombre de jeux qui avaient à peu près été vendus, genre entre 100 000 et 200 000. Vous voyez, genre des estimations peut-être larges, mais qui permettaient de mettre en perspective les choses. Sauf que là, Steam, ils ont carrément leaké sans faire exprès les chiffres détaillés en fait de vente, au point même que par exemple on sait que, en tout cas au moment où ça a été leaké, hein, parce qu'évidemment depuis il y a certainement des personnes qui ont acheté Team Fortress 2, mais il y a 50 191 347 exemplaires de Team Fortress 2 qui ont été vendus sur Steam. Il n'y a pas 50 millions de joueurs en temps réel, hein, je tiens à le préciser, c'est le nombre de ventes ici. Et du coup, vous avez vous aurez le lien dans la description, hein, comme d'habitude, mais vous avez un fichier CSV où vous pouvez voir toutes les stats, et là vous avez genre
tous les jeux les plus vendus, genre il y en a 400 il me semble dans cette liste. Ouais, la liste est longue, hein. Donc vous pouvez être en mode, ok, alors, je sais pas moi, Civilization 5 en a vendu 12 700 000. Ouais, pas mal, pas mal. Civilization 6, 3 600 000. Bon, c'est pas mal aussi. Beyond Earth, 2 millions. Vous voyez, bah, voilà, Civilization 6 a déjà dépassé Beyond Earth, donc ça c'est assez marrant à voir. Ah tiens, un chiffre que j'aimerais bien voir personnellement, c'est Stellaris. 1 967 000. C'est à peu près ce que je m'attendais. Et vous avez aussi le deuxième chiffre, c'était déjà quoi? C'était l'ID du jeu, donc ça n'a rien à voir. Ok. Ouais, donc ouais. Si vous voulez voir le nombre de ventes d'un certain jeu ou autre chose, voilà. Vous allez me dire, ok, c'est cool, je suppose, mais en réalité, c'est très utile ces chiffres, vraiment utile. Si vous êtes un développeur, que vous êtes en mode, hey, est-ce qu'il y a un public pour les jeux comme Doom? 3 197 000. Oui, il y a un public pour ce jeu. Il suffit juste de bien faire la pub, évidemment, hein, et bien faire le jeu. Mais il y a un public. Du coup, ce genre de choses, ça vous permet de voir s'il y a un public pour un certain jeu. Et c'est très intéressant comme chiffre. Très intéressant. Surtout aussi, vous pouvez regarder par rapport à l'année de sortie du jeu. Donc, par exemple, ouais, ok, Chivalry a vendu beaucoup d'exemplaires, 8 200 000, mais Chivalry a eu son boost de popularité en 2014. Donc, c'est pas réaliste, ça, vous voyez. Par contre, si vous voyez, je sais pas moi, Robocraft, il me semble assez récent, 10 millions, what the fuck, ok. Mais là, vous pouvez dire, oui, il y a quelque chose, là. Il y a clairement quelque chose. Donc, ouais, c'est intéressant, quoi qu'il arrive. Alors, il n'y a pas toutes les données de tous les jeux. Il y a les données de 13 000 jeux, ce qui est honnêtement déjà pas mal, franchement, on va pas déconner. Mais bon, si vous voulez voir des stats intéressantes, téléchargez le fichier, allez voir, hein, je suppose. Si vous voulez voir le jeu que vous préférez ou autre chose, vous pouvez le voir. Bon, évidemment, tenir compte, par exemple, Grand Theft Auto 5, c'est que les ventes Steam, hein, ça semble logique, hein, donc il n'y a pas toutes les ventes que Rockstar a fait eux-mêmes. Personnellement, j'ai acheté GTA 5 sur sa sortie, quand il est sorti sur PC, je l'ai acheté via Rockstar directement. Je ne l'ai pas acheté via Steam. En fait, je ne l'ai pas acheté parce que quelqu'un m'a donné une clé. Mais ça change rien au fait que c'est que les chiffres Steam. Donc il y a des trucs qui sont pas réalistes. Par exemple, PlayerUnknown's Battlegrounds, il n'est pas que sur Steam. Vous pouvez l'avoir autre part. Bien que 36 millions, c'est quand même déjà pas mal. Quoique, est-ce qu'il est autre part, PlayerUnknown's Battlegrounds? Il y a la version mobile évidemment, mais est-ce que vous pouvez acheter PlayerUnknown's Battlegrounds autre part que sur Steam? Je pense que c'est possible. Mais bon, il y a plein de jeux comme ça où vous avez le cas. Par contre, un qui j'étais le plus étonné quand j'ai vu la liste, c'était Unturned qui a 27 millions. Je suis en mode, what? Unturned, si vous ne savez pas, c'est genre, alors, le jeu est sympathique, mais il n'est pas incroyable, quoi. C'est juste genre, c'est DayZ, version cubique, donc un petit peu mélangé à Minecraft en quelque sorte, au niveau du style, on va dire, pas au niveau forcément du gameplay. Et c'est basiquement ça en fait, c'est Unturned. Et là, 27 millions quoi, genre what the fuck. Bon, après, ils l'ont vendu pas cher si je me souviens bien, donc ça aide, mais ça fait quand même pas mal. Par exemple, Team Fortress 13-2, vous pouvez l'acheter chaque année pendant les soldes Steam, vous pouvez l'acheter pour 4 euros, quelque chose comme ça. Même chose avec Counter-Strike, c'est genre, voilà, c'est pas très dur de l'avoir. Mais bon, il y a des chiffres très intéressants. Il y a même des trucs qu'au final que vous pourriez pas penser. Par exemple, Garry's Mod a été hyper populaire pendant une époque. Pourtant, il y a d'autres jeux qui étaient plus populaires comme Unturned, et ça, on ne pouvait pas vraiment s'en douter. Ou Terraria, malgré le fait qu'il était vendu pendant pas mal de temps à 2 euros, il n'y a que 13 millions quand même. Enfin, c'est quand même pas mal, mais vous pouvez vous dire, ah ouais, quand même. Et ça, c'est justement un chiffre intéressant. C'est pour vous dire, même si Terraria fait 13 millions de ventes, est-ce que ça vaut la peine de faire un jeu comme ça maintenant? Moi, je dirais non, en fait, justement. Il y a vraiment plein de chiffres intéressants quand même quand on y pense. Donc, si vous êtes intéressé, il y a même War Thunder. Après ça, War Thunder, à mon avis, il n'est pas que sur Steam. Donc, il faut faire attention encore une fois. Ark, 9 millions. Intéressant. Donc, ouais. Regardez les chiffres et soyez contents en les regardant, je suppose, peut-être. Je sais pas. Parce que ça change rien de voir les chiffres. Enfin, si vous êtes développeur, ça, c'est une mine d'or. Pour les autres gens, c'est en mode intéressant, c'est à peu près ça. Enfin bref, du coup, merci à tous d'avoir regardé ce Texama Show de cette semaine-ci, le 64. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. N'hésitez pas à aller sur YouTube aussi si vous voulez soutenir la chaîne, en laissant un petit tips, mais qui n'est pas vraiment un tips, parce qu'il suffit juste de regarder une pub gratuitement, et juste genre pendant 30 secondes, ce qui est
assez raisonnable. Encore une fois, je le dis, hein, 600 personnes par jour, hein, suffira à me rendre totalement indépendant. Donc, c'est pas irraisonnable. À l'heure actuelle, pour information, il y a 200 personnes par jour, pour le moment, de moyenne, qui font qui regardent des pubs sur YouTube, sur mon YouTube. Donc, on en est pas loin quand on y pense, mais bon. Enfin bref, du coup, merci à tous et on se retrouve pour un prochain Tech Sama Show. Ciao ciao.